Outre les conditions tenant au requérant, il existe aussi des conditions tenant à la requête. C'est l'objet du second chapitre. Nous détaillerons deux d'entre elles, dans deux vidéos distinctes, celle relative à l'exigence d'une décision administrative préalable et celle relative au délai. Il existe d'autres conditions de recevabilité tenant à la requête, mais elles n'appellent pas de remarques importantes. Nous en dirons juste quelques mots ici. Ces conditions portent sur la forme de la requête. En effet, celle-ci doit respecter quelques règles de présentation qui sont énoncées aux articles R 411-1 et suivants du Code de justice administrative. La requête doit contenir l'identité du requérant, son adresse et sa signature. Elle doit être rédigée en français. Elle doit contenir l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. En cas d'absence de moyens dans la requête, la régularisation n'est possible que dans le délai du recours contentieux. Ensuite, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée. En cas de décision implicite, le requérant doit produire la preuve du dépôt de la demande faite à l'administration. La régularisation de cette condition est possible cette fois en cours d'instance, éventuellement à la demande du juge, qui doit inviter le requérant à régulariser sa requête. Enfin, la requête doit être accompagnée de copies en nombre égal à celui des parties, à moins que l'envoi n'ait été fait par voie électronique. Pour rappel, le décret du 2 novembre 2016 a posé une obligation d'utiliser ce mode de transmission lorsque la requête est présentée par un avocat, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3500 habitants ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public. Il faut noter que l'exigence d'un droit de timbre a fluctué au cours du temps et elle a été supprimée en janvier 2014. Venons-en maintenant donc à l'exigence d'une décision administrative préalable. Cette condition est consacrée à l'article R 421-1 du Code de justice administrative. Elle signifie qu'une juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie d'un recours formé contre une décision administrative. Par conséquent, en cas d'absence d'une décision spontanée de l'administration, l'administré doit faire naître une décision en procédant à une demande auprès de l'administration. Cela offre la possibilité aux administrés d'éviter le procès si l'administration accède à leur demande. Nous allons étudier le champ d'application de cette règle, puis nous verrons la notion même de décision administrative. Premier paragraphe, le champ d'application de la règle. La règle a un champ très large. Elle s'applique tant en recours pour excès de pouvoir qu'en recours de plein contentieux. Si le contentieux des travaux publics a longtemps échappé à cette règle, la dérogation, qui était d'ailleurs dépourvue de justification, a disparu sous l'effet du décret du 2 novembre 2016. Concernant les référés, l'exigence d'une décision administrative préalable est moins présente. En effet, on l'a déjà dit, plusieurs référés n'y sont pas soumis. C'est le cas par exemple du référé liberté ou du référé mesure utile. Enfin, la règle ne s'applique pas aux recours formés par les personnes publiques contre les administrés, notamment dans le contentieux des contraventions de grande voirie. En revanche, pour les recours entre personnes publiques, dès lors qu'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours de plein contentieux, ces personnes publiques requérantes doivent respecter l'exigence d'une décision administrative préalable. Si l'on examine l'application de cette règle dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, on constate qu'elle ne pose pas beaucoup de difficultés. Le plus souvent, la décision existe sans même que le requérant n'ait besoin de la faire naître. Tel est le cas lorsque le requérant conteste un décret ou un arrêté édicté par l'administration ou encore un permis de construire. Mais l'acte contesté peut aussi correspondre parfois à une décision provoquée par l'administré. C'est le cas du refus contesté
par le requérant, refus qui a été opposé à sa demande d'autorisation ou refus qui a été opposé à sa demande d'abrogation. Dans le cas du recours de pleine juridiction, la règle est parfois d'application complexe. En matière contractuelle, l'acte contesté peut en fait être le contrat lui-même. Il peut aussi parfois s'agir d'une décision unilatérale telle que la mesure de résiliation décidée par l'administration. En responsabilité administrative, par principe, il n'y a pas de décision au départ. Le requérant doit donc faire naître cette décision en demandant une indemnisation à l'administration. Même lorsque le dommage découle d'un acte administratif illégal, ce n'est pas cet acte qui permet de saisir le juge. Le requérant doit disposer d'une décision de l'administration portant sur l'indemnisation. Dans les hypothèses où l'administré s'adresse d'abord à l'administration, une difficulté apparaît. Qu'en est-il en effet si l'administration laisse la demande de l'administré sans réponse? Grâce à une fiction, le silence de l'administration pendant une certaine durée est considéré comme faisant naître une décision. On parle alors de décision implicite par opposition aux décisions explicites que constituent un décret, un arrêté ministériel, un arrêté préfectoral, une délibération, etc. Deux éléments doivent être précisés concernant ces décisions implicites. D'une part, leur contenu. Jusqu'à peu, le silence de l'administration valait refus implicite de la demande, sauf cas particuliers pour lesquels la loi prévoyait que le silence valait acceptation. Mais par une loi du 12 novembre 2013, le principe a été inversé. Désormais, le silence vaut par principe acceptation, sauf dans les cas où la loi prévoit que le silence vaut refus. À vrai dire, les exceptions sont très nombreuses, si bien que l'inversion du principe ne change guère les choses par rapport à l'état du droit antérieur. Quelques exemples de dérogations pour lesquelles donc le silence vaut rejet. C'est le cas d'une demande ayant un caractère financier. C'est le cas d'une demande relative à l'accès aux documents administratifs. C'est encore le cas d'une demande d'édiction d'un acte réglementaire. Dans tous ces cas, le silence continue de valoir refus. D'autre part, il faut déterminer à quel moment le silence de l'administration constitue une décision d'acceptation ou de rejet. En principe, la décision implicite naît au terme d'un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande par l'administré auprès de l'administration. Mais là encore, il y a des exceptions, le délai de droit commun étant parfois écarté au profit d'un délai plus court ou d'un délai plus long. Ces précisions étant faites, quelques mots sur l'appréciation de cette condition de recevabilité par le juge. En principe, il faut que la décision administrative, qu'elle soit implicite ou explicite, existe lors du dépôt de la requête, puisque, on l'a dit précédemment, elle doit être fournie par l'administré dès cet instant. Cependant, le juge se montre beaucoup plus souple, puisqu'il estime que la décision administrative préalable doit être intervenue au plus tard lorsque le juge statue. Il accepte même, lorsque la décision administrative doit être provoquée par l'administré, que la demande à l'administration ne soit adressée que postérieurement à la saisine du juge. L'essentiel étant que la réponse de l'administration intervienne avant que le juge statue. Ainsi, le requérant s'apercevant de l'irrecevabilité de sa requête, faute de s'être tourné vers l'administration, peut encore le faire avant que le juge statue. Cependant, le décret du 2 novembre 2016 a exclu l'application de cette solution jurisprudentielle très favorable au requérant lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent. Dans ce cas, désormais, la requête n'est recevable que si elle a été déposée après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. C'est donc le cas désormais, notamment en matière de responsabilité administrative.
Venons-en maintenant à la notion même de décision administrative. Donc, grand 2, la notion de décision administrative. Pour pouvoir être attaqué devant le juge administratif, l'acte administratif doit présenter plusieurs caractères. Autrement dit, tout acte administratif ne permet pas de saisir le juge. Il doit être décisoire et il doit faire grief. Ce sont ces deux éléments que nous allons envisager successivement. Grand A, un acte administratif décisoire. Un acte est décisoire lorsqu'il est normatif et qu'il modifie l'ordonnancement juridique. Or, il existe des catégories d'actes administratifs qui ne sont pas décisoires et qui ne peuvent donc pas, en principe, faire l'objet d'aucun recours devant le juge administratif. Premier exemple, les circulaires. En principe, les circulaires ne visent qu'à expliciter et à interpréter les textes en vigueur à destination des agents. Elles ne contiennent donc aucune norme et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mais la jurisprudence est plus souple. Elle opère une distinction entre les circulaires impératives et les circulaires non impératives. Cette distinction ayant été posée par le Conseil d'État dans un arrêt du 18 décembre 2002, l'arrêt du Vinière. Une circulaire impérative, c'est une circulaire qui pose une règle nouvelle ou qui impose une interprétation à ses agents. Le REP est alors recevable à l'égard de ces circulaires impératives. Il reste irrecevable, en revanche, à l'égard des circulaires non impératives. Deuxième exemple d'actes non décisoires, les directives. Les directives définissent une ligne de conduite pour la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de l'administration. L'objectif est ici d'harmoniser les pratiques entre les services et d'assurer une certaine égalité de traitement entre les administrés, tout en laissant la possibilité à l'administration de s'écarter des lignes posées par la directive si les circonstances du dossier le justifient. À nouveau, le recours pour excès de pouvoir est irrecevable contre ces actes, puisqu'ils ne sont pas décisoires, mais les administrés ont ici la possibilité de les invoquer par voie d'exception dans le cadre d'un recours contre un acte individuel. Autre catégorie d'actes non décisoires, ce sont les renseignements et les informations fournis aux administrés. Autre exemple, la catégorie des vœux, prises de position et recommandations font également partie des actes non décisoires puisqu'elles révèlent, l'ensemble de ces actes révèlent l'absence de pouvoir de décision de leurs auteurs. Ils émanent essentiellement des autorités administratives indépendantes et forment ce qu'on appelle le droit mot. En principe, ils ne sont donc pas susceptibles de REP. Mais dans un arrêt du 21 mars 2016, l'arrêt Société Fervesta International, le Conseil d'État a ouvert son prétoire contre ces actes dans 3 hypothèses. La première, c'est lorsque ces mesures revêtent le caractère de disposition générale et impérative. La deuxième hypothèse, c'est lorsqu'elles énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. Et enfin, troisième possibilité, c'est lorsque les mesures sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Deuxième caractère, après le caractère décisoire, il faut également que l'acte fasse grief. Donc en B, un acte décisoire faisant grief. Le recours est également impossible lorsque l'acte, bien que décisoire, ne fait pas grief. Cette fois-ci, l'acte est bien normatif, puisqu'il est décisoire, mais ses effets sont minimes. La qualification d'acte faisant grief
ou ne faisant pas grief dépend donc de l'impact de la décision. La décision faisant grief, c'est celle qui modifie suffisamment l'ordonnancement juridique ou la situation des administrés pour être regardée comme susceptible de recours. Le refus d'autoriser le REP contre les décisions ne faisant pas grief a pour objectif d'éviter d'encombrer les juridictions par des décisions insignifiantes. Deux exemples principaux peuvent être cités. D'abord, les actes préparatoires, qui sont pris en vue de l'édiction d'un acte administratif ultérieur. Ces actes préparatoires peuvent être normatifs, mais leurs effets sont considérés comme n'étant pas suffisamment immédiats, car il n'est pas certain que le processus d'élaboration de l'acte final aille jusqu'à son terme. Donc le recours pour excès de pouvoir contre l'acte préparatoire est en principe exclu. L'acte est seulement invocable, par voie d'exception, dans le cadre du recours exercé contre l'acte final. Deuxième exemple d'acte ne faisant pas grief, ce sont les mesures d'ordre intérieur. Ce sont des actes administratifs unilatéraux pris par l'administration pour le fonctionnement interne du service public. Ces mesures d'ordre intérieur ont des conséquences réelles pour les agents, et même pour certains usagers, mais ces conséquences sont de faible portée. Par conséquent, les mesures d'ordre intérieur ne sont pas non plus susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Un exemple de ce type de mesure, c'est le changement d'affectation d'un fonctionnaire. Toutefois, depuis plusieurs années, le Conseil d'État s'efforce de réduire cette catégorie et l'évolution se constate plus particulièrement concernant les décisions prises à l'égard des détenus, telles que les punitions ou encore les changements d'établissement. Le Conseil d'État ayant, dans un arrêt Plancheneau de 2007, établi une grille pour apprécier si la décision prise par les services pénitentiaires constitue ou non une mesure d'ordre intérieur.